Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire GP vers Business Central. Plus qu'une migration, une évolution. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nancy Saint-Germain. Je suis avec InMind depuis bientôt 6 ans. J'ai un background comptable, donc j'étais de votre côté de l'écran pendant plus de 10 ans et j'ai passé du côté du service. Donc, on vous accompagne maintenant pour tous vos besoins. Euh, J'ai un rôle d'analyste et j'ai aussi pris en charge le rôle de chef d'équipe du côté de GP et de BC. Donc, je suis vos projets des deux côtés au niveau des analyses d'affaires. Pour l'agenda d'aujourd'hui, on va vous parler des contextes et des objectifs de la rencontre, la fin de vie de GP, les options qui sont disponibles à vous, les étapes d'une transition réussie. On va vous faire une petite démo. Un de mes collègues va prendre en charge la démo et les quick wins, donc les petits côtés le fun à voir du côté BC, les avantages de transférer. Et on va finir avec un petit mot de clôture et une période de questions. Donc, gênez-vous pas d'écrire dans le Q&A si vous avez des questions. On va se faire plaisir de répondre à la fin. Comme vous le savez, Microsoft a annoncé la fin de GP officiellement. On dit, on a le temps. 2029 arrive quand même plus vite qu'on le pense. Une transition, un changement de système, une transition d'ERP, ça se planifie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui impacte beaucoup les entreprises, beaucoup le personnel aussi. C'est une grosse gestion de changement, donc c'est quelque chose qui est important de planifier à long terme. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous donner une vision claire, concrète de ce que vous pouvez prévoir dans les étapes à suivre pour une belle migration ou un beau changement d'ERP. Est-ce qu'on peut changer, s'il te plaît? Je vais vous transférer à Eric qui va prendre en charge la suite de la présentation. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci de vous joindre à notre webinaire. C'est le fun que vous preniez un petit peu de votre temps qui est sûrement très occupé pour venir voir un petit peu ce qui se passe dans le monde de Dynamics GP et Dynamics Business Central. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Éric Lalonde. Je suis directeur développement des affaires. Dans mon ancienne vie, un peu comme Nancy, avant de passer du côté obscur, j'étais moi-même un super utilisateur de Dynamics GP de 2005 à 2015 et plus du côté financier. Et en 2015, je me suis joint à l'équipe d'InMind pour parfaire mes connaissances dans Dynamics 365 et depuis le temps Business Central qui est sorti en 2019. Fait que grosso modo, on va vous parler un petit peu de la feuille de route de GP. Ça a été officialisé là, par Microsoft que Dynamics GP va complètement va mourir entre guillemets. En tout cas, les raisons principales là, de Microsoft, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est naturellement, c'est de mettre des efforts pour eux autres sur deux ERP. C'était pas vraiment viable, surtout que Dynamics GP était depuis déjà quelques années là, assez mature comme produit, mais sur lequel il n'y avait pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc, Microsoft veut se concentrer sur leur nouvelle plateforme Dynamics 365, principalement Business Central et le plus gros ERP aussi qui s'appelle Finance et Supply Chain Management. Les raisons principales, là, c'est naturellement là, Dynamics GP, c'est sur du on-prem. La sécurité donnée est toujours un petit peu plus pour être plus compromise là, sur du on-prem. Ils veulent vraiment mettre l'emphase sur l'évolution de tous leurs produits cloud et naturellement rentrer à l'intérieur des produits cloud tout ce qui est automatisation et l'intelligence artificielle avec leurs produits Copilot. Fait que si on regarde grosso modo les dates, là, il y en a déjà quelques-unes qui sont dépassées, là, comme ça fait déjà depuis 2025, en avril, que c'est impossible de racheter des nouvelles licences pour ceux qui sont sur GP de façon perpétuelle. Pour ceux qui sont en mode abonnement, il vous reste quelques jours si vous voulez rajouter des licences. Après le 1er avril, ça sera plus possible. Côté support étendu sur les versions de GP, là, on le voit facilement que tout ce qui est 2015 et moins n'est plus supporté depuis un bon petit bout de temps. Et puis,
tout ce qui est 2016, ben, il reste environ 4 mois là, que Microsoft va supporter ça là, à ce niveau-là. Donc, il va rester juste des versions 2018 qui vont être supportées jusqu'en fin 2028. On appelle ça plutôt une phase de maintien là, parce qu'il n'y aura plus aucune évolution au niveau fonctionnel. Tout ce qui va être validé par Microsoft, là, c'est vraiment tout ce qui touche la sécurité. Ils vont mettre des pages de sécurité, mettre des patchs aussi au niveau des mises à jour fiscales, etc., pour ceux qui utilisent la paye dans GP. Mais cette mise à jour fiscale-là va terminer en 2029. Donc, en 2029, non plus d'évolution de produits, plus de mise à jour et plus de mise à jour réglementaire aussi si jamais il y a des normes qui changent du côté comptable. Mais à ce moment-là, GP sera plus conforme à ce niveau-là. Donc, la phase critique, vraiment, là, 2026 à 2028, on a un produit qui est encore là, qui est supporté, là, côté sécurité. Mais à partir de 2029, ça devient un petit peu plus critique parce que, bon, il n'y aura plus de mise à jour fiscale, comme je disais. Et puis, c'est des risques, là, dans le fond, pour les clients qui rouleraient là-dessus, peut-être d'avoir des non-conformités là, côté fiscal. Et puis par la suite, ben, la grosse zone à risque, c'est à partir de 2030, Microsoft ne fait plus rien sur les produits, fait plus de mise à jour, fait plus de mise à jour réglementaire et la fin du support aussi, donc il fait absolument plus rien, puis il va le laisser actif jusqu'en avril 2031, où est-ce que tous les clients qui sont par abonnement, là, finalement, seront plus capables de se loguer sur leur GP à partir de cette date-là. Ce qui est important, dans le fond, là, la raison pourquoi on veut faire ce petit webinaire-là, c'est que grosso modo, Microsoft ne fera plus d'efforts. Puis ce qui va devenir de plus en plus dur, c'est de trouver des ressources qui vont aussi s'occuper de GP. Chez nous, on est chanceux. On a encore quelques ressources qui connaissent bien GP puis qui évoluent. Vous les connaissez tous, là, possiblement. Mais au fur et à mesure qu'on va avoir moins de clients, ben, les ressources vont se faire un petit peu plus rares. Puis au fur et à mesure aussi que plein de clients de GP vont s'en aller vers Business Central, ben nos équipes BC, qui malheureusement ne sont pas infinies, là, des fois on aimerait ça avoir une équipe de 60 personnes, ce qui n'est pas le cas. Mais plus qu'on a de gens qui vont migrer et qui vont s'en aller vers BC, mais ça va occuper nos équipes, fait qu'on va avoir de moins en moins de place pour prendre des mandats aussi à un certain point. Ça sera un beau problème rendu là, mais on va définitivement essayer de vous supporter. Si on change de diapositive, ce que Microsoft fait pour vous aider un tout petit peu là, à prendre des décisions là-dessus, c'est que Microsoft a un programme qui existe depuis plusieurs années. Là, on est rendu à la version 3 du programme Bridge to the Cloud. Ce que Microsoft fait, c'est qu'il vous donne un certain pourcentage de rabais sur le prix des licences Business Central. Donc, on est rendu dans Bridge to the Cloud 3 parce que Microsoft donne 30% de rabais sur les licences BC. Et puis, le programme, de la manière qui est conçu, c'est vous avez aujourd'hui votre programme de maintenance, là, votre Enhancement Plan ou la maintenance, là, que vous recevez votre facture d'Inmine à chaque année. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les licences Business Central à 30%, puis on en accumule pour se rendre à la valeur de votre plan de maintenance. Puis ce que Microsoft fait à ce moment-là, c'est qu'il va continuer à vous supporter naturellement selon les règles là, du produit GP. Il va reconnaître votre instance comme étant une instance GP Prod pour laquelle vous avez du support dessus. Et puis, il va aussi vous supporter du côté Business Central. Donc, il vous donne un dual right. Vous avez le droit d'utiliser les deux systèmes jusqu'à temps que vous tombez live avec votre Business Central. Le gros avantage pour ça, c'est que dès qu'on rentre sur ce programme-là, le prix que vous payez, on va regarder, on va dans pas longtemps, on va voir les prix des licences, là. Le prix est fixé pour une durée de 3 ans. Donc, pendant 3 ans, vous avez le même prix pour vos licences. Donc, plus vite vous transitionnez sur BC, vous êtes en prod, plus longtemps vous allez garder votre escompte là, en étant en production. Il faut juste comprendre aussi que c'est un programme qui est comme en non-retour parce qu'on ne pourra pas revenir à GP par la suite et non révocable. Puis c'est un engagement ferme de 3 ans aussi à ce niveau-là. Si on va à l'autre diapo.
Juste pour couvrir un petit peu, il y a un paquet de critères, là, mais je donne les généraux, là, puis n'hésitez pas là, dans les prochains jours, prochaines semaines, si vous voulez être sûr que vous êtes éligible, communiquez avec votre directeur de compte, là, si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Mais les critères principaux, c'est que vous devez détenir aujourd'hui des licences de business central. Fait que ça, je pense que tous ceux qui sont ici en ont. Vous devez avoir votre plan de maintenance, votre enhancement plan soit actif. Donc, à chaque année que vous ayez payé votre plan de maintenance à nous autres, ben, nous, on le renvoie à Microsoft. Faut pas que vous ayez eu droit à une promotion antérieure, que ce soit la Bridge to Cloud 1 ou la 2, par exemple. Puis, vous devez aussi jamais avoir activé un business central sur votre tenant. Donc, ça, c'est les règles principales là, que nous, c'est facile pour nous de regarder puis de voir avec vous. Mais c'est les règles principales. Donc, si on va voir après ça, qu'est-ce qui se passe du côté des licences, prochaine diapo, s'il vous plaît, Mathilde. Donc, ça, c'est les prix standards Microsoft. En fait, il y a un autre type de licence, on va l'avoir dans pas long, là, parce que les seuls points que je veux mentionner, c'est essentiel versus premium. La différence, c'est vraiment le module service puis le module manufacturier. Donc, si vous faites du manufacturier ou si vous voulez couvrir des services de garantie de certains équipements que vous vendez par l'entremise du module service, on doit s'en aller sur une licence premium. Sinon, la licence essentielle a toutes les autres fonctionnalités qui existent dans Business Central. La licence Team Member, c'est la licence qui est utilisée en mode lecture seule, read only. Et puis, elle est aussi utilisée dans le cas de BC, on a beaucoup d'automatisation puis de workflow d'approbation. Donc, quelqu'un qui n'est pas un utilisateur BC, mais qui doit approuver des paiements, des runs de paiement, des chèques, des modifications majeures à des comptes clients, etc., peut le faire via une licence Team Member. Fait que ça, c'est les prix standards sans les escomptes par utilisateur par mois. Si on va à la slide suivante, on va voir un petit peu, là, bon, premièrement, il va y avoir la licence que je n'ai pas parlé, qui est la Business Central Device. C'est la licence qu'on va utiliser souvent en entrepôt ou dans un espace manufacturier, où est-ce qu'on va avoir un PC qui va servir à 4-5 personnes pour faire de la réception ou de l'expédition. Quand on utilise un scanner pour lire des codes barres en inventaire, c'est une licence device qu'on utilise dessus. Fait que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment cette licence-là qu'on doit prendre pour ce type de fonctionnalité-là. Fait que ce qu'on regarde ici, c'est qu'on voit que BC, là, par exemple, on va prendre l'essentiel, c'est 108,50 par mois, le multiplie par 12, ça fait 1302 par année. Si on s'en va dans le programme Bridge to the Cloud, ben, elle tombe à 75,95 ou 911 $ par année pour cette licence-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Business Central versus GP, sont des licences nommées et non des licences concurrentes. Donc, chaque personne utilisateur doit avoir sa licence. Un des avantages, par exemple, c'est pour les gens qui sont en multi-compagnie. Aujourd'hui, si vous êtes dans GP puis vous ouvrez 3 écrans dans 3 compagnies, vous utilisez 3 de vos licences GP. Dans le cas de Business Central, c'est pas compté comme ça. Si vous avez 20 compagnies, vous pouvez ouvrir 20 écrans dans 20 browsers différents. Une seule licence qui est utilisée, qui est la vôtre. Et puis, un autre point important, c'est que la licence Copilot est incluse dans Business Central. Tantôt, notre ami Danilo va nous faire quelques petits démos de choses avec Copilot. Et puis, c'est inclus. Donc, tout ce qui est Copilot à l'intérieur de Business Central, pour l'instant, Microsoft ne charge pas de coûts supplémentaires. C'est inclus dedans. C'est pas mal tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui côté licence. Naturellement, là, on a parlé de licence. Quand on implante Business Central, ben, c'est un projet en soi. Donc, ce que je vous invite, c'est d'entamer ou de commencer à penser qu'il va falloir avoir une discussion bientôt pour dire c'est quoi les scénarios des licences qui s'appliquent le mieux pour nous. Est-ce que je prends Bridge to the Cloud ou je ne le prends pas, etc. Et aussi, il va falloir se parler pour dire ben, comment ça va me coûter implanter tout ça. Fait que nos équipes, on est là, on est disponible. Simplement communiquer avec nous, avec votre directeur de projet. Si vous n'êtes pas certain, faites juste nous envoyer un courriel à info@inmind Technologies. Puis il y a une personne des ventes là, qui va rentrer en communication avec vous pour qu'on puisse entamer cette démarche-là. Fait que je vous remercie un petit peu de votre temps. J'espère qu'il y aura peut-être des petites questions reliées à ça. Puis pour l'instant, je vais remettre la parole à Nancy, ma collègue, qui va vous parler des étapes qu'on doit passer au travers pour une implantation réussie.
Merci, Eric. Rebonjour. Donc, les étapes pour une implantation réussie, l'analyse des besoins actuels fait partie c'est une grosse partie de l'implantation en soi. C'est aussi quelque chose qui peut être fait et débuté en amont, donc qui peut être débuté de votre côté. Réviser les processus, commencer à revoir vos besoins. C'est quelque chose qui peut quand même être débuté. Le choix de la solution, s'assurer de choisir une solution qui correspond vraiment à votre entreprise et à votre besoin. La préparation des données, c'est une étape qui peut être faite aussi à l'avance, qui peut être faite en amont, avant même le début du projet. La configuration, la personnalisation, s'assurer que toutes ces étapes-là sont faites dans l'ordre et que les configurations répondent vraiment aux besoins de votre entreprise. Les formations. Et on a une période de stabilisation. Une fois que le Go Live est arrivé, c'est sûr que le lendemain, c'est chaotique. C'est normal d'avoir une période de stabilisation, d'avoir des choses qu'on doit refaire. Souvent, il va y avoir une deuxième phase pour être sûr de bien répondre aux besoins de l'entreprise. Le ménage des données, c'est une étape clé. C'est quelque chose qui vous évite de transférer des données qui sont désuètes, qui sont corrompues, d'enlever les doublons, les incohérences, les mauvaises informations, puis de vous assurer d'avoir un environnement et un nouvel environnement qui est clean, qui ne transmet pas, on essaie de ne pas ramener les erreurs du passé. Donc, on essaie d'optimiser la performance, de diminuer la base de données quand c'est possible pour s'assurer que la performance future et que les besoins futurs aussi vont être bien répondus. Donc, s'il te plaît, Mathilde. Merci. Pour les données, lorsqu'on parle de ménage, on va parler des données maîtresses. Ça va souvent être les clients, les fournisseurs, les items. S'assurer d'enlever les clients inactifs, autant les items, la nomenclature, revoir notre nomenclature dans certains cas. Les erreurs, donc les téléphones mal rentrés, les courriels qui ont des erreurs de typo, les courriels qui sont complètement désuets, refaire le tour des courriels, s'assurer qu'on a les bons contacts. Standardisation des informations, c'est de s'assurer, ça c'est du cas par cas, mais c'est de s'assurer qu'on a les mêmes nomenclatures partout. Écrire Montréal, ça peut être surprenant, les options possibles pour écrire Montréal dans une base de données. Quand on veut faire des recherches par la suite, on veut faire des listes, on veut faire des statistiques, quand les données sont uniformes, c'est beaucoup plus simple par la suite. C'est le moment aussi de se poser des questions, de revoir notre charte de compte. Est-ce que la charte de compte répond toujours à la réalité actuelle de l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être revu? C'est quelque chose qui peut être réfléchi avant les projets. Revoir vos processus, les documenter lorsque c'est possible, de revoir s'il y a des processus qui étaient en place il y a 10 ans et qui ne sont plus d'actualité maintenant et qui doivent être changés. Donc, c'est toutes des décisions et des questionnements qui peuvent se faire dès maintenant. Merci. Pourquoi envisager Business Central? Business Central est une solution cloud, vous allez le voir dans la démo qui va suivre. C'est une solution qui est cloud, qui est moderne, qui est au goût du jour. Donc, il y a des mises à jour continues. C'est intégré complètement avec l'écosystème Microsoft. Vous allez voir avec la démo de Danilo dans quelques instants. Il y a beaucoup d'utilisations qui sont possibles avec tout l'écosystème de Microsoft 365 qui vous facilite et qui amène une flexibilité et une possibilité d'évolution dans votre entreprise qui est très intéressante, autant avec Copilot, avec Outlook. Vous allez voir, vous allez bien aimer la petite démo. Je vais transférer le tout du côté de notre ami Danilo qui va vous faire une démonstration et quelques petits avantages du côté de Business Central. Merci beaucoup, Nancy. Je vais partager mon écran, juste laissez-moi savoir si vous pouvez le voir. C'est beau. D'accord. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la page principale de Business Central. On l'appelle le tableau de bord. Et ce qui est important de comprendre avec ce tableau de bord, c'est qu'il est adapté à notre rôle dans l'entreprise. Donc, présentement, mon usager a un rôle de gestionnaire d'activité. Donc, il voit plusieurs modules, il va toucher à plusieurs actions dans la compagnie. Si, par exemple, j'étais un comptable et j'avais un rôle de comptable,
les écrans et les tuiles que je verrai à ma page principale seraient adaptés à un rôle de comptable. Vous remarquez aussi que présentement, ma langue est en anglais. Moi, personnellement, je préfère baisser en anglais, mais pour cette démo, on va choisir la langue française. Donc, ici, au niveau des paramètres, vous pouvez changer de langue. Donc, c'est très simple. Bon, on a énormément de choix en termes de langue. On va juste choisir Français Canada. Et puis voilà, avec un simple rafraîchissement, vous allez voir que le tableau de bord maintenant est tout en français. Donc, commençons à regarder les petits détails de ce qu'on peut faire ici. La première chose, c'est au niveau du haut, bon, on a cette loupe de recherche. On ne va pas la voir pour cette démo parce que on fait une démo quand même courte, mais c'est une loupe de recherche intelligente. Donc, elle permet de faire des recherches, elle complète ce qu'on tape. Donc, par exemple, ici, je tape docv et le système comprend que j'essaie de trouver un document de vente. Donc, en tapant plus, ma recherche devient plus pertinente. Ce qui est intéressant aussi avec cette loupe de recherche, c'est que on fait des recherches sur la page actuelle. C'est intéressant lorsque, par exemple, on est dans une facture ou une page qu'on n'est pas très familier, on a des actions cachées, on se rappelle du nom, mais on ne sait pas où aller. Cette loupe de recherche nous permet d'aller trouver ces actions. En plus de faire une recherche sur la page actuelle, on fait aussi des recherches partout dans toutes les pages, toutes les tâches du système. On fait la même chose pour tous les rapports, toutes les analyses. Donc, c'est vraiment un outil puissant. Moi, personnellement, c'est l'outil que j'utilise le plus pour la navigation. J'appuie rarement sur les différents écrans et actions. Moi, j'utilise toujours la loupe de recherche. Une autre chose qu'on peut faire avec cette loupe, c'est qu'on peut taper un document. Donc, par exemple, ici, j'ai une facture, j'ai un numéro de facture, et je peux faire une recherche sur ce document. Le système va aller me trouver toutes les références au document, donc que ce soit des écritures de journal, des écritures au niveau de mon GL et même le document en soi. Donc, il me suffit d'appuyer dessus et le système va me présenter le document d'origine. Une des forces de Business Central, bon, il y en a plusieurs, mais une des forces, c'est le forage. Le forage nous permet d'aller voir les écritures au grand livre en simple clic. Donc, à partir du document, je peux faire une recherche sur les écritures. Et voilà, bon, j'ai mes écritures au niveau de mon GL. J'ai aussi mes écritures séparées par auxiliaire. Et j'ai accédé à ces écritures à partir de mon tableau de bord, vous voyez, en quelques clics. Donc vraiment, c'est une des forces du système et on va le voir un peu plus haut. Ensuite, on a les différents modules adaptés à mon tableau de bord, encore une fois, adaptés à mon rôle dans l'entreprise. Donc, j'ai un module finance avec différentes actions. Même chose pour les banques, les ventes, les achats. J'ai aussi Shopify, donc petit astérix, mais Business Central et Shopify ont un connecteur standard natif. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont un site web Shopify, vous pouvez faire cette connexion rapidement. Donc, c'est quand même intéressant. Si on va plus bas, ici, on a ce qu'on appelle une barre de favoris. Donc, ce n'est pas parce que plusieurs usagers ont le même rôle dans l'entreprise qu'ils utilisent leur rôle de la même façon. Donc, s'ils naviguent à des pages à différentes fréquences, ils peuvent les ajouter facilement comme favoris ici. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, ça, c'est notre barre de favoris. Ensuite, on a des actions rapides, encore une fois, adaptées à notre rôle. Actions rapides qui permettent de créer des documents. Donc, je peux créer une facture, par exemple, à partir d'ici, sans devoir naviguer vers la liste de factures. Je peux le faire à partir d'ici. Je peux créer des rapports. Donc, c'est des actions rapides juste pour améliorer la rapidité de nos actions. Par la suite, on a quelques indicateurs de performance clés disponibles ici. Encore une fois, je le répète, mais adaptés à notre rôle dans l'entreprise. Les chiffres qu'on voit ici, on peut appuyer dessus pour voir comment Business Central est arrivé avec ces numéros. Donc, par exemple, ici, j'ai un montant de facture échue. Si j'appuie dessus, le système va me présenter les écritures fournisseurs, donc les écritures auxiliaires qui ont généré ce montant. Donc, on les voit tous ici. Et puis, on peut par la suite appuyer dessus pour aller même voir, investiguer l'écriture, regarder le document. Donc, vraiment, c'est puissant. Donc, on peut afficher le document à partir d'ici aussi. Donc, une autre chose intéressante au niveau de notre tableau de bord, c'est ce qu'on appelle les tuiles. Les tuiles ici, c'est ce que vous voyez en bleu. Ce sont des listes filtrées. Donc, les listes filtrées nous permettent de visualiser de l'information du système une façon un peu plus simple de le visualiser. Donc, par exemple, ici, j'ai mes ventes en cours, j'ai 13 factures. Il me suffit d'appuyer dessus, puis je vois les factures. La même chose est vraie pour, par exemple, les bons de commande. Donc, je peux les voir de cette façon. Je peux ajouter des seuils de tolérance au niveau des tuiles. Ici, j'ai un exemple où j'ai une tuile en rouge. Donc, basé sur un seuil de tolérance, si par exemple, au niveau de mes factures, si j'en ai
plus que 10 qui traînent dans le système, je veux que la tuile devienne rouge pour indiquer qu'il y a une action à prendre, on peut le faire. Donc, on peut définir des seuils différentes couleurs pour ces tuiles. Donc, c'est intéressant. Si je continue vers le bas, vous allez premièrement remarquer à gauche, j'ai d'autres indicateurs performance clés qui sont disponibles dans BC. Ils sont dynamiques puis disponibles à vous en tout temps. Mais si vous utilisez Power BI, vous avez aussi la possibilité d'intégrer Power BI directement dans votre tableau de bord. Donc ça, c'est la première intégration qu'on voit entre les systèmes 365. Donc, ce tableau de bord est vraiment dynamique, donc on peut jouer avec et puis vous voyez les chiffres, ils changent. Naturellement, c'est un peu petit, donc on peut agrandir le BI, donc on peut voir l'information plus détaillée. Et puis on voit tous mes autres onglets de rapport que j'ai qui me sont disponibles. Donc, pour ceux qui créent les BI, ils peuvent ensuite les pousser vers Business Central pour les usagers. Donc, pas besoin de nécessairement rentrer dans BI pour consulter cette information. Donc, c'est sûr que le tableau de bord, c'est possible qu'on a plus d'informations qu'on veut ou on n'en a pas assez. Donc, on a la possibilité avec Business Central de faire des personnalisations très rapidement et très simplement. Donc, encore une fois, dans les paramètres, je vais dans l'onglet Personnaliser. Et vous allez voir que j'ai ce petit bouton-là qui m'indique que je suis dans le menu de personnalisation. Donc, tout ce qui est grisé, c'est des choses qui sont cachées. Donc, par exemple, cette action est intéressante, je voudrais l'afficher. Voilà, aussi simple que ça. Si j'aimerais cacher des choses comme, par exemple, ces tuiles ne sont pas pertinentes, je peux les masquer de cette façon et je peux m'ajouter des tuiles différentes au besoin. Donc, l'action de personnalisation vraiment nous permet d'avoir un tableau de bord pertinent à nos usagers, qui réduit la pollution visuelle. Donc, vraiment, c'est un outil puissant. Et il est important de mentionner que on peut restreindre cette action avec la sécurité. Et ceci est vrai pour toutes les actions que je vais prendre aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que je vais faire des choses dans le système que tout le monde va pouvoir le faire. La sécurité dans Business Central est très granulaire. Donc, naturellement, on va restreindre certaines choses à certains usagers. La personnalisation peut faire partie d'une de ces restrictions qu'on peut faire. La personnalisation peut aussi être faite au niveau de liste. Donc, par exemple, ici, je vais ouvrir une liste fournisseur. Et bon, voici à quoi ressemble ma liste. J'aimerais ajouter un champ ici. Donc, si je fais plus champ, j'ai tous les champs qui sont disponibles ici que je peux ajouter. Dans cet exemple, je vais juste ajouter le code d'acheteur de cette façon. Donc, je peux continuer à personnaliser ma page. Je peux personnaliser des documents, la façon que les documents sont présentés, des fiches de données maîtres. Dans ce cas-ci, j'ai terminé avec ma personnalisation. Je vais appuyer terminer et voilà. La personnalisation est sauvegardée. La personnalisation ici, je l'ai fait au niveau de mon usager propre, mais je peux aussi personnaliser un rôle complet, donc un rôle qu'on personnalise et qu'on assigne à des usagers. Donc, j'ai mon code d'acheteur, je l'ai ajouté pour une raison, je vais vous montrer un peu plus tard. Toutes les listes dans le système ont la même structure. On a des actions vers le haut, pertinentes à ma liste, et ensuite on a les entrées de ma liste. Donc, puisque toutes les listes se ressemblent, ça permet à des nouveaux usagers de se repérer mieux dans le système et de façon plus rapide. La même chose est vraie pour toutes les fiches. Donc, quand on va rentrer dans une fiche fournisseur, vous allez voir que la structure est la même pour toutes les fiches, que ce soit client, article, peu importe. Donc, ça permet de se récupérer dans le système plus facilement, repérer dans le système, désolé. Donc, à partir d'ici, quelque chose d'intéressant qu'on peut faire. La première, c'est on peut ouvrir cette liste dans Excel. Donc, ça, c'est une autre intégration qui est disponible à nous. On peut aussi modifier dans Excel. Donc, je vais ouvrir modifier dans Excel pour le moment. Et ce que modifier dans Excel me permet de faire, il me permet de modifier des données BC à partir de Excel. Donc, il y a une connexion qui est faite entre les deux systèmes. Et c'est un outil très puissant puisqu'il me permet de faire des modifications en masse. Donc, par exemple, le code acheteur, le champ que je viens d'ajouter, je vais venir ici, puis je vais ajouter des acheteurs ici. Donc, dans ce cas-ci, je veux ce code d'acheteur. Pour lui, je veux ce code d'acheteur. Une fois que j'ai fait toutes mes modifications, je peux publier mes changements vers Business Central. Donc, on s'est mis à jour. Et puis voilà, si je fais un rafraîchissement, les données sont rentrées dans le système. Je suis d'accord, c'est un outil très puissant. Donc, on peut faire beaucoup de modifications avec. Encore une fois, on le restreint au niveau de la sécurité.
Cet outil peut juste aller modifier des champs qui sont modifiables. Donc, par exemple, un solde, ce n'est pas un champ modifiable. Donc, ce n'est pas un champ que je vais pouvoir modifier à partir d'Excel. Et l'intégration Excel Business Central tient en compte des contraintes des données. Donc, par exemple, j'essaie d'ajouter un code d'acheteur qui n'existe pas dans mon système. Je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, il y a une sécurité à ce niveau. Donc, on ne peut pas juste inventer des données et puis les insérer dans le système. Donc, d'autres choses qu'on peut faire avec les listes. On a la possibilité de filtrer notre liste. Ici, on a un onglet de filtrage, donc je vais l'ouvrir. Vous voyez ici, j'ai un affichage sur tous mes fournisseurs, mais j'ai aussi créé un filtre ici, solde plus grand que 0. Donc, j'ai ajouté un filtre à cette vue, mais je peux en ajouter plus. Donc, j'ai vraiment accès à tous les champs du côté fournisseur pour créer mes filtres. Ces filtres peuvent être sauvegardés et, comme vous avez vu, utilisés plus tard. Donc, je peux ajouter différents filtres et les sauvegarder. Ça fait référence un peu au Smart List qu'on voyait dans GP. À partir d'ici, si je retourne à droite, on a aussi un volet récapitulatif. Ce volet récapitulatif vient nous donner des détails du fournisseur, les statistiques du fournisseur et le même concept de tuile réapparaît. Donc, on peut voir le nombre de commandes, le nombre de factures, peu importe. Toute cette information, on peut la consulter à partir de notre liste sans nécessairement avoir besoin d'aller dans la fiche fournisseur. Et vous remarquez que lorsque je change de fournisseur, ben, les champs changent de façon dynamique. Comme j'ai dit, le forage est puissant dans ce système. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est des chiffres qu'on peut appuyer dessus. Donc, dans ce cas-ci, si je vais regarder le solde, ben, je peux voir le solde de fournisseur. Et la même chose, je peux afficher le document pour voir la facture en question. Au niveau de cette vue, je peux aussi ajouter des pièces jointes. Donc, si je veux ajouter des documents, euh, des liens de site web, des notes, on peut le faire. On peut même avoir une connexion avec SharePoint ou OneDrive ici qu'on peut faire. Donc, si on veut storer des documents pour que ça ne touche pas la base de données BC, on peut le faire. Donc, c'est quand même intéressant. Ce petit volet ici, c'est le petit bookmark là que je disais, le petit favori. Donc, c'est ça qui va permettre d'ajouter ou d'enlever certaines pages de mon tableau de bord principal. Maintenant, si je me tasse à gauche, vous avez une loupe de recherche. C'est pas la même loupe de recherche qu'on voit en haut. C'est une loupe de recherche qui nous permet de faire des recherches au niveau de nos listes. Cette loupe de recherche est disponible dans toutes les listes du système. Et c'est une loupe de recherche qui permet de faire des recherches sur tous les champs qu'on voit dans ma liste. Donc, par exemple, ici, fabricant, vous voyez ce fournisseur. On va dire que j'ai oublié son nom. Naturellement, je n'ai pas beaucoup de données dans cette liste, mais si on avait une grande liste, ça serait un exemple un peu plus pertinent. Et j'aimerais trouver le contact parce que je me rappelle du nom du contact, mais pas le nom du fournisseur. Donc, vous voyez, en tapant juste KRY, le système détecte qu'on fait une recherche, puis il nous propose cette ligne, puisque c'est la seule entrée qui avait ces critères au moment de la recherche. Donc, c'est un outil intéressant. On peut aussi faire des vues d'analyse avec des listes. Donc ici, si j'appuie ici sur cette petite mode d'analyse, ce que vous allez voir, c'est que c'est comme avoir essentiellement un Excel intégré dans le système d'une certaine façon. Donc à partir d'ici, bon, on peut cacher les champs qui sont pertinents ou pas. On peut faire des regroupements, des soldes, des totaux. On peut aussi mettre notre liste en mode pivot. On a aussi la possibilité de parler avec Copilot. Donc, Eric l'a mentionné, Copilot est intégré dans le système. Donc, c'est une des forces de Business Central. L'intelligence artificielle, on a toujours des nouveautés avec les nouvelles mises à jour. Donc, dans ce contexte ici, pour un mode d'analyse, je peux demander à Copilot de me créer des vues d'analyse. Je peux aussi aller utiliser des invites qui sont déjà préconfigurés. Donc, par exemple, j'aimerais ajouter une structure regroupée par acheteur. Vous rappelez, j'avais ajouté des acheteurs, donc j'aimerais maintenant que le système me le regroupe par acheteur. Donc, c'est sûr qu'on vient de faire une analyse simple, mais si vous pensez à des écritures dans vos comptes GL, des écritures auxiliaires, on a la possibilité vraiment de faire des belles analyses avec cet outil, vraiment des analyses avancées. Ici, vous voyez, bon, c'est fait là, on a regroupé nos fournisseurs par acheteur. Donc, on peut soit continuer à parler avec Copilot ou on peut conserver la vue.
Ces vues d'analyse, on peut les sauvegarder. On peut aussi les partager avec des usagers. Donc, quelqu'un peut créer des vues d'analyse et les partager avec ses collègues. On peut l'ouvrir dans Excel. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout nouveau, là, ça fait peut-être 6 mois, on peut maintenant ajouter des colonnes à partir d'autres tables, d'autres sources. Donc, maintenant, on regardait des fournisseurs. On faisait une analyse sur la table des fournisseurs. Mais si on voudrait ajouter d'autres tables comme colonnes, ben on pourrait le faire. Vous voyez, on a tout accès à beaucoup d'autres tables dans le système. Donc vraiment, comme je vous dis, on peut faire des belles analyses ici. On peut vraiment le faire. Et ce qui est bien, c'est les analyses qu'on fait ici. Encore une fois, on peut faire du forage, on peut appuyer sur le sol, on peut regarder comment le système est venu générer ces chiffres. Donc, on a vu à quoi ressemble une liste. Rapidement, allons voir à quoi ressemble une fiche. Ici, je vais ouvrir une fiche fournisseur. Vous voyez que, bon, voici à quoi ressemble une fiche. On a des onglets qui regroupent de l'information générale. Donc, on peut, bon, général, facturation, peu importe. On a cette belle information ici. Encore une fois, pour les fiches, toutes les fiches, les actions pertinentes sont vers le haut. Et vous avez sûrement remarqué que j'avais mon petit volet récapitulatif qui non seulement me montre bon, les statistiques et la même information que je voyais au niveau de ma liste, mais aussi j'avais un résumé généré par Copilote. Donc, pour les usagers qui préfèrent avoir un résumé en langage naturel sans nécessairement aller naviguer à travers cette page et trouver cette information, on peut consulter ce petit résumé copilote qui est fait. Si on veut plus d'informations sur ce fournisseur, on peut faire afficher plus. Et vous allez voir que maintenant, j'ai un onglet copilote qui va apparaître et puis il va me donner un résumé plus détaillé sur ce fournisseur. Cet onglet copilote, bon, on peut faire du resize, on peut faire ça avec beaucoup de choses dans le système. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un petit ajout intéressant. Donc, Copilot a généré mon résumé détaillé. Encore une fois, tout ce qui est en bleu, on peut appuyer dessus pour voir le détail. Mais ce qui est bien aussi de cet outil, c'est que il a été bâti sur la documentation de Microsoft qui est très, très détaillée. Donc, vous pouvez même aujourd'hui aller la consulter. Si vous tapez Microsoft Learn, Business Central, vous allez voir la documentation est énorme. Donc, puisque l'outil est bâti sur cette documentation, si vous lui posez des questions, comment remplir une facture, comment faire cette action dans le système, il va pouvoir vous répondre. Vous pouvez aussi utiliser Copilot pour faire des recherches. Donc, donnez-moi les dernières factures de ce fournisseur ou c'est quoi mes clients avec qui on a fait le plus de ventes. Donc, vous pouvez poser ce type de questions et Copilot va vous chercher cette information. Copilot est disponible en tout temps, donc je l'ai montré ici à partir du résumé, mais Copilot est disponible en tout temps ici, donc le logo Copilot en haut, il est toujours là, donc il peut nous aider. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. On a parlé de Copilot. Maintenant, on va parler d'agent. Donc, un copilote, c'est un assistant personnel. C'est un assistant qui fait des tâches pour un individu. Un agent, c'est un peu différent. Un agent, c'est un outil qui fait des tâches automatisées pour une entreprise. Ici, on a des agents différents. Donc, Microsoft a déjà déployé plusieurs agents dans le système. Nancy a mentionné les mises à jour de Microsoft qui amènent des nouvelles fonctionnalités. En 1er avril, on a une nouvelle mise à jour qui va amener encore plus d'agents. Donc, on va juste consulter ceux qui sont disponibles pour nous aujourd'hui, mais sachez qu'à chaque mise à jour, soit ils ajoutent des fonctionnalités à des agents existants, soit ils en ajoutent plus. Le premier agent ici qu'on va voir, c'est l'agent des achats. Donc, désolé, l'agent des documents de vente. Cet agent, ce qu'il fait, bon, on a des petits indicateurs de performance clés, mais ce que cet agent fait, c'est qu'il est assis sur une boîte courriel partagée, celle-ci dans ce cas-ci, et puis il lit les courriels entrants. Il lit les courriels entrants de clients. Donc, les clients qui posent des questions sur des articles, qui demandent des prix, l'agent va pouvoir répondre à ces questions. Si le client demande un devis pour des articles spécifiques, l'agent va même créer le devis et l'envoyer au client. Et lorsque le client décide que, bon, je suis content avec ces articles, je veux convertir le devis en commande, l'agent va prendre cette action pour nous et va convertir le devis en commande. C'est un outil très intéressant, mais un point important, c'est que la philosophie de Microsoft, c'est que
toutes les communications qui sortent de Business Central avec un agent doivent être validées par un humain. Et puis, c'est une bonne philosophie. Vous n'allez jamais être surpris par un agent qui communique avec des clients sans vos permissions. En fait, il y a toujours une étape de validation pour tout document sortant. Désolé. Donc, oui, l'agent va faire des actions dans le système, il va créer des devis, il va les convertir en commandes, mais quand il communique avec un client, vous avez une étape de validation. Le prochain agent qu'on voit ici, il est relié en fait avec cet agent, qui est un agent sans instruction. Business Central nous permet de créer des agents, donc on peut imaginer des routines qu'on voudrait automatiser et on voudrait les créer avec un agent. Donc ici, on a un exemple qui a été créé. C'est un agent qui va, bon, désolé l'anglais, mais c'est un agent qui va valider les documents de vente. Il va aller s'assurer qu'on a une quantité en inventaire qui nous permettrait de faire cette vente, d'effectuer cette vente. Est-ce qu'on peut répondre au délai demandé au niveau de la vente? Et si oui, si l'agent passe toutes ces validations, il va relâcher le document vers l'entrepôt pour la livraison. Donc, c'est comme avoir une personne qui valide toute cette information. Ça peut être fait maintenant avec cet agent. Et ceci a été créé avec des simples instructions. L'agent qu'on va voir aujourd'hui avec un peu plus de détails, c'est l'agent payable. Donc, l'agent payable, c'est la version Microsoft OCR, donc qui facilite le three-way match. Donc, cet agent est encore une fois assis sur une boîte de courriel partagée, mais cet agent, il va pas répondre à des questions, il va saisir les fournisseurs qui écrivent des messages avec des factures. Il va créer ces factures dans le système et vous allez voir par la suite comment on peut lier cette facture avec nos purchase orders. Donc, je vais juste rapidement vous montrer. Ici, j'ai un exemple d'un courriel qui est entré. Donc, j'ai un courriel, un petit message et un petit attaché avec ma facture. Au niveau de mon agent, la première étape, c'est une étape de confirmation, de validation. Donc, l'agent va copier ce qui était dans la boîte courriel, donc le message et l'attaché, et il va le présenter ici pour validation si on veut continuer à la prochaine étape. Ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer dans le système. Donc, une fois que vous êtes confortable avec votre agent, vous pouvez sauter cette étape et directement, lorsque l'agent capture une facture, il va créer la facture non baissée. Donc, ça dépend de comment vous voulez configurer l'agent. La prochaine étape, c'est la création du document brouillon. Donc, ici, on a vraiment basé sur le courriel. L'agent est premièrement venu capturer le nom du fournisseur, il a capturé le document, la date, et il a inséré les articles ici avec les bonnes quantités, les bons prix. En tout temps, on a accès au document ici. Donc, vous vous rappelez le menu récapitulatif, on a des pièces jointes. Donc, en tout temps, on peut voir la facture ici. Donc, on peut consulter la facture, s'assurer qu'elle est bonne. Un point intéressant des factures ici, c'est que on peut les gérer avec Word. Donc, en fait, la façon que les rapports sont gérés dans BC, surtout avec les factures et les documents sortants, elles sont configurées avec Word. Donc, une autre intégration entre BC et les applications de 365, c'est la possibilité de modifier nos documents avec Word, donc assez simplement. Donc, voilà, une fois qu'on confirme que tout est beau, on peut finaliser le brouillon et ceci va convertir, ou l'agent va convertir le document en vraie facture d'achat. Avant qu'on fasse ceci, naturellement, c'est possible qu'on voudrait lier la facture à notre document de vente, document d'achat, désolé, notre bande de commande. Donc, on peut le faire ici. Le système nous recommande les lignes. Donc, ça fait partie d'un des ajouts que j'ai mentionné. Donc, avec les nouvelles mises à jour, Microsoft a promis que ceci va être automatisé. Donc, pour l'instant, il y a une petite étape manuelle à faire. Mais dans le futur, la connexion facture, commande va être faite par l'agent. Donc, juste sachez que ça va être basé sur une des nouveautés. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, donc je vous ai montré Outlook, mais une dernière chose que je vais montrer, c'est que on a la possibilité avec Outlook de regarder Business Central directement à partir de Outlook. Donc ici, par exemple, j'ai un client qui vient demander il veut qu'on lui envoie un état de compte. Et vous allez voir que, puisque mon Outlook est connecté à Business Central,
directement, le système détecte que cette adresse courriel est liée à ce client et il me montre toutes les statistiques clients, les mêmes idées de tuiles. Bon, ici, on a les statistiques. Et à partir d'ici, à partir de Outlook même, je peux descendre ici, puis lui sortir son relevé. À partir de Outlook, je peux même créer des documents, des devis, des documents de vente, des factures, peu importe. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire à partir de Outlook. On peut approuver même des approbations sans rentrer dans Business Central. Donc, c'est un outil intéressant pour ceux qui utilisent beaucoup leur courriel et n'ont pas nécessairement besoin de sauter vers le système Business Central complet. Ils peuvent le faire à partir de Outlook. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci Nancy. Je vois qu'on a aussi des questions. Peut-être on les garde pour la fin, mais ça fait le tour de la navigation. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Danilo. Toujours intéressant de voir la petite démo et les nouvelles petites fonctionnalités qui sont beaucoup plus avancées et beaucoup plus près de la réalité des entreprises maintenant. Est-ce que tu pouvais repartager, Mathilde, de ton côté, s'il te plaît? J'essayais. Petite seconde. Il n'y a pas de problème. On peut peut-être répondre aux questions. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. On a eu quelques questions. Nathalie qui nous a demandé est-ce que Management Reporter, c'est une bonne question, va avoir une mise à jour pour pouvoir faire des rapports Excel? C'est une excellente question. Non, Microsoft a décidé de ne pas reporter Management Reporter pour Business Central. En fait, Dynamics GP n'avait pas d'outil de reporting intégré. Donc, on se fiait à Management Reporter et ou peut-être plusieurs d'entre vous à Excel. Mais dans le cas de Business Central, tous les rapports financiers, ils sont intégrés dans Business Central, fonctionnent aussi un petit peu de la même manière que Management Reporter, c'est-à-dire qu'on définit des lignes, on définit des colonnes, puis après ça, on peut rouler les rapports, puis on peut filtrer si on veut rajouter ou si on veut filtrer du data à l'intérieur de tout ça. C'est une bonne question, mais la réponse est non, on utilise les outils standards là, de Business Central. Nancy, je vais te laisser finir. Hop, puis après ça, on prendra les autres questions, mais tu peux, si tu as pour un en revenir commentaire, aussi vas-y. à cette question, dans le fond, du côté du GP, ça fait partie aussi des moyens de pression. Quand on parle un petit peu des dates, peut-être changer la slide, Mathilde, ça va quand même couvrir une partie de ce que je vais dire. Dans le fond, quand on parle de planification, quand commencer, la planification stratégique et la pression croissante qui s'en vient, on parle entre autres de ce genre de problématique-là. Management Reporter, en ce moment, avec les dernières mises à jour de Microsoft sur Edge, vous ne pouvez plus, à partir de GP, exporter en Excel dans le browser web de Edge. La fonctionnalité n'est plus disponible et Microsoft ne fera pas l'ajustement non plus. Ils n'ont pas l'intention de faire la mise à jour et de corriger le tir du côté d'Amer. Donc, il y a quelques options qui se proposent à vous quand même. Il y a des contournements. Vous allez recevoir un courriel probablement d'ici une journée ou deux aussi de notre équipe pour vous proposer les contournements à cet enjeu-là qui vient de sortir de Microsoft suite à la dernière mise à jour. Mais plus ça va aller, plus on risque de rentrer avec des enjeux de ce style-là, là, avec les mises à jour de Microsoft qui ne prend plus nécessairement en compte tous les enjeux, les fonctionnalités. Donc, oui, il y a une pression croissante au cours des prochaines années qui va arriver, d'où la planification stratégique est importante à partir de commencer à y penser maintenant. C'est pas nécessairement de changer cette année si vous n'êtes pas prêt, mais de commencer au moins à le planifier dans le temps. Plus on attend, plus moins il va y avoir de ressources disponibles aussi, plus il va y avoir de personnes en même temps. Donc, c'est important d'essayer de planifier pour s'assurer que les délais qu'on désire avoir peuvent être respectés aussi, puis que c'est possible de le planifier selon le plan qu'on désire garder. Donc, évaluer les prochaines étapes, ce serait d'évaluer votre situation actuelle, regarder ce que vous envisagez, planifier une discussion personnalisée. Vous pouvez nous contacter, que ce soit pour le ménage des données du côté GP. Notre équipe est là, peut vous accompagner aussi. On a des outils déjà en place pour vous accompagner à faire le ménage, pour regarder certains champs particuliers. Du côté de BC, si vous avez plus de questions, vous voulez une rencontre personnalisée, vous pouvez contacter votre gestionnaire de compte. Vous pouvez aussi passer par info en tout temps.
Et participer à notre événement du 7 mai, Expérience 2026. Comme à chaque année, on fait notre petite journée expérience avec vous. On partage les nouveautés de BC, les changements, les nouveautés qui s'en viennent, les agents vont être vus un petit peu plus en profondeur. Du côté de Danilo, on a une partie de démo aussi, donc c'est une petite journée très intéressante pour les clients actuels et aussi pour GP. On a une journée, on a des sessions exclusives à GP pour vous préparer au changement de système aussi. Notre petit mot de clôture, donc la fin de GP, c'est pas une fin en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui est depuis plusieurs années déjà prévu. C'est maintenant officiel. Donc, c'est pas nécessairement une contrainte, c'est plus une occasion de ramener vos systèmes au goût du jour, aux besoins de votre entreprise, à la réalité maintenant de ce que les entreprises vivent, votre quotidien, et d'avoir accès à toutes les nouveautés aussi. D'avoir accès à toutes les nouveautés qui sont sur le marché, autant que ce soit Copilot, autant que ce soit les agents, et de faciliter votre navigation au niveau de votre système. Donc, l'après-GP, ça commence maintenant. Donc, on peut passer Ouais, du côté je des vais questions. prendre quelques questions, là. Je vais essayer de faire un saut entre deux questions pour les lier ensemble. Il y a Nathalie qui nous demande, quand on parlait d'engagement de 3 ans, là, j'assume on parle quand du Bridge to the Cloud 3. Est-ce qu'il y a un minimum de licences qu'on doit prendre? En fait, oui, si on est Bridge to the Cloud, on doit prendre des licences, le nombre de licences pour arriver à ce que vous payez annuellement votre plan de maintenance. Donc, je vous donne un exemple. Là. Exemple, si vous payez 3 000 $ pour votre plan de maintenance annuellement, bien, on va prendre, exemple, 3 licences essentielles. Ça nous amène à 2800 quelque chose. Donc, on va rajouter 3-4 licences Team Member. En autant qu'on dépasse le 3000 $, c'est le minimum requis sur le programme Bridge to the Cloud. Par contre, si on ne passe pas par le programme, le minimum requis, c'est une licence. Quelqu'un pourrait dire, je suis un utilisateur, je suis tout seul, j'ai un business central tout seul, j'achète une licence, ça va me donner accès à un environnement de production, 3 environnements sandbox. Et puis là, je le lis avec l'autre question de Charles qui disait, c'est quoi, est-ce qu'on a besoin d'espace de stockage dans notre SharePoint? En fait, quand vous achetez une licence Business Central, vous avez les 4 environnements que je viens de vous parler, donc un prod 3 sandbox. Il y a 80 gigs de données qui est permise à l'intérieur de ça. Puis chaque utilisateur, un full user ou un utilisateur complet que vous rajoutez, augmente votre base de données. Là, je ne me souviens plus du chiffre exact, là, si c'est 2 gigs ou 3 gigs par user, là, ou 2,5, là, mais à chaque fois que vous avez des users supplémentaires, ça augmente aussi votre base de données. Donc, pas besoin de planifier du SharePoint supplémentaire. Peut-être du OneDrive supplémentaire. Si vous faites beaucoup d'attachements, on linkerait peut-être à un OneDrive pour pas que les attachements se mettent directement dans la BD de BC, mais se mettent dans une BD OneDrive. Il y avait la question aussi au niveau des backups de données. Donc, Microsoft, on n'a pas besoin d'y penser. C'est Microsoft qui fait des backups de données avec des incrémentales. Ça se passe tout dans Azure. Fait que c'est Microsoft qui gère tout ça, parce qu'on a tout le temps un 30 jours de backup là, disponible pour faire un restore à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de moins à penser là, du côté IT à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait une autre question. Merci pour les gens qui envoient des questions. Alors, ça nous permet de couvrir les derniers 5 minutes qui restent. Andréane qui nous demande comment BC traite-t-il la comptabilité par projet? C'est une excellente question. Je vais dire, puis je vais être très général là, dans ma réponse, c'est qu'il y a essentiellement peut-être 2 façons de le faire. Dans Business Central, on peut activer des dimensions au niveau de la charte de compte. Fait que si on veut le faire juste du côté comptable, une gestion comptable de projet, on peut activer une dimension, créer une dimension qui serait projet. Puis là, on donne nos numéros de projet dans la dimension. Puis quand on fait des transactions financières, donc une dépense, un revenu ou peu importe, on peut le taguer cette transaction-là ou cette entrée de journal-là ou une partie de l'entrée de journal à un code de projet qui nous permettrait de suivre les revenus, les dépenses associées à un projet. Fait que ça, c'est la méthode macro plus financière.
Si on veut gérer un projet, ben dans Business Central, il y a un module projet où est-ce qu'on peut créer un projet, créer des étapes de projet, puis des échelons, puis des dépendances, puis etc. Puis à ce moment-là, c'est géré à l'intérieur d'un projet comme tel où est-ce qu'on peut gérer les budgets, les coûts, puis tous les revenus associés à un projet particulier. Fait qu'il y a comme deux façons là, de le faire là, à l'intérieur de BC nativement. Là. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, j'en ai pas vu passer d'autres. Je sais pas, Mathilde ou Nancy ou Danilo, si vous voulez rajouter là, aux réponses que j'ai dit. Non, je Non, pense c'est que c'était pas parfait. mal, Ouais. c'était pas mal couvert. On va peut-être il nous reste 3 minutes. Fait que si vous avez des petites questions rapides là, sur le bout de vos doigts, ce serait peut-être le temps de les rentrer directement là, dans le petit onglet Q&R là, pour qu'on puisse les regarder et essayer de vous répondre. On va se donner un petit 20-30 secondes là, où vous levez votre main si vous êtes en train d'écrire pour être sûr qu'on ne dise pas bye à tout le monde pendant que vous êtes en train d'écrire une question. Non, il semble qu'on a tout répondu. Il semble qu'on ait couvert. Donc, Je on laisse vous le mot de la remercie. fin, Nancy. Merci, Eric. Donc, on vous remercie d'avoir participé à ce petit webinaire avec nous et d'avoir passé ce petit moment. Et on vous attend en grand nombre du côté de la journée expérience et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.